Van Helsing est un film fantastique américano-tchéco-roumain, sorti le 5 mai 2004, et réalisé par Stephen Sommers, dont on n'a pas parlé depuis 6 ans, puisque la dernière fois c'était pour La Momie. Il s'est fait connaître avec son adaptation live du Livre de la Jungle et avec La Momie en 1999. Mais on reparlera de lui quand on verra le retour de La Momie et surtout Un cri dans l'océan, qui nous a été beaucoup demandé, mais vu ce que je veux faire avec, ce sera pas pour maintenant. Mes frères, mes sœurs, nous y sommes. Aujourd'hui, nous allons détruire NordVPN. Comme notre maître est de notre côté, nous sommes sûrs de gagner lorsque notre ennemi sera tombé. Nous pourrons investir toutes les tablettes, les PC et les téléphones du monde entier. Excusez-moi, pourquoi on doit attaquer NordVPN? Tu te fous de moi, toi, non? Mais parce que NordVPN protège les données des gens qui naviguent sur le net, et peu importe que ce soit sous Windows, macOS, Linux ou Android. En plus, ils peuvent protéger jusqu'à 6 appareils à la fois sur le même compte. Et l'accès à ces appareils nous est interdit parce qu'il y a une protection anti-menace qui freine les malwares, spyware et trackers. Et avec le NordPass, les gens peuvent se créer des mots de passe super difficiles à trouver et même protéger leurs données de carte de crédit. Non mais attendez, y a pas une histoire genre il faut que les gens cliquent sur un lien en description pour gagner un truc super? Oui, effectivement, ils disent toujours si vous cliquez sur le lien qui est dans la description, vous aurez une super offre pour NordVPN. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Alors n'hésitez pas à cliquer. Ça suffit. Arrêtez de chanter les louanges de notre ennemi. À l'attaque! Donc, nous sommes en Transylvanie en 1887. Des villageois se rendent au château de Victor Frankenstein pour lui péter la gueule, vu qu'il a créé un monstre à partir de 7 corps qu'il a déterrés dans un cimetière. On critique pas, chacun ses hobbies. Son expérience est un succès, ce qui ravit l'homme pour qui il travaille, le comte Dracula, qui souhaite s'en servir pour ses besoins personnels. Je ne permettrai jamais que l'on s'en serve à des fins diaboliques. Dracula, si. En fait, mes épouses y tiennent, et je ne veux surtout pas les contrarier. Mais comme Frankenstein ne peut pas compter sur son fidèle Igor... Non, ça se prononce Igor. Drac le tue. Lui, il paie bien. Évidemment, les prix ont légèrement augmenté. Évidemment. Fâché d'avoir perdu son père, le monstre sort de ses gonds, envoie la moitié du labo sur le siphonneur d'hémoglobine, saisit son créateur et se planque dans un vieux moulin avec les villageois aux fesses. Faut quand même pas de bon malin pour lâcher réfugié dans un moulin en bois rempli d'absinthe quand on est poursuivi par des villageois avec des fourches et des torches, non? Ben, en même temps, Frankenstein n'a pas volé les corps les plus futés du cimetière. Mais en plus, ils vont mourir une deuxième fois. Ah bah ouais. Bah oui. Ah ouais. Le monstre, que je vais appeler Raymond, parce qu'il a une tête à s'appeler Raymond, tombe dans les flammes avec son créateur pendant que Dracula, un petit peu fâché, s'en va dans son repère avec ses 3 femmes. 3 femmes? Putain, mais il s'emmerde pas, lui, hein. Un an plus tard, dans les rues de Paris, un mystérieux homme tout de cuir vêtu chasse une grosse bête. Le mystérieux homme, c'est Van Helsing. Et la bête, c'est André le Géant. Non, c'est le Dr Jekyll. Enfin, Mr Hyde. Et celui-ci s'est caché à Notre-Dame. En même temps, il n'y a pas 150 endroits où aller à cette heure-là, hein. Tous les pubs de Saint-Michel sont fermés. Vu qu'il est accusé de pas mal de choses... Le meurtre de 12 hommes, 6 jeunes femmes, 4 enfants et 3 chèvres, et pour l'odieux carnage d'une flopée de volailles. Helsing propose qu'il se rende. Mais le balèze est pas chaud. Alors mandale. Après double flingue, ensuite déplacement façon Tarzan, après 6 circulaires portatifs sans batterie, il y a ensuite découpe... Attends quoi, 6 circulaires portatifs sans batterie? Non mais où est-ce qu'il a chopé ça? On est au 19e siècle, comment il a fait pour avoir des trucs pareils? Bon, ensuite, Black et Decker présentent On coupe à tour de bras, après Hyde chante sur les toits de Paris en ré mineur, et l'envoie embrasser le pavé. Alors, la tour où ils sont fait 69 mètres de haut. Van Helsing, avec tout le bordel, il doit faire un bon 90 kg. Et vu le temps que met le grappin à arriver, d'ailleurs je pense que Hyde a largement le temps de se décaler pour le laisser passer, mais enfin bref. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que le grappin a le temps de s'accrocher avant que Van Helsing termine embouillé par terre? Faudrait le calculer, tiens. Oui, mais alors par contre, moi je le calculerai pas. Hein. J'ai refusé les maths à partir de la 4ème, donc il est hors de question que je le fasse. Par contre, s'il y en a parmi vous qui veulent le faire, n'hésitez pas. Ah, la bonne vieille méthode pour faire grimper l'algorithme. Si vous avez la réponse, mettez-la en commentaire. Pff, mendiant, va.
D'accord, alors toi, va t'asseoir sur des oursins, et ensuite, je suis désolé, j'ai vraiment envie de savoir. Mais j'ai pas envie de le calculer, ça m'emmerde les maths, c'est comme ça, j'y peux rien. Le grappin transperce Hyde de part en part, donc à travers la colonne vertébrale, hein, mais il reste positif. À mon tour. Ah bah voilà, à faire le con, il termine sur le trottoir sous sa forme humaine. Requiescat in pace. Regardez, c'est lui qui a tué le Dr Jekyll. Mais c'est terrible. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est pas... Robin Van Helsing se rend chez son employeur, le Vatican, et se fait passer un savon par le cardinal Ginette. Ginette. Bref, franchement, c'est vachement high-tech la maison de Dieu. Hein. La sortie du confessionnal, c'est déjà très 21e siècle, mais les sous-sols, c'est une annexe du MI6. Il y a un monde là-dedans. Ça fabrique des armes, des tenues, ça atteste des nouvelles technologies. Et tout ça est supervisé par lui. On va l'appeler le frère Q. Ginette explique à Helsing que pour sa prochaine mission, il doit se rendre en Transylvanie pour aider les 2 derniers membres de la famille de Valerius l'Ancien à tuer l'un de ses fils, Dracula. Apparemment, celui-ci a pactisé avec le diable 400 ans plus tôt pour revenir d'entre les morts avec des pouvoirs incroyables. Et ce sera l'opportunité pour lui, qui a été retrouvé amnésique et à moitié mort sur le parvis d'une église, d'en apprendre un petit peu plus sur son passé, puisque le symbole qui orne sa bague se trouve sur un bout de parchemin appartenant à la famille Valerius. Dis donc, faudra qu'il arrête de jouer des personnages amnésiques, ça va devenir une habitude. Et accompagné de Faramir, qui lui donne au passage son équipement, il prend la mer. Il fait du cheval longtemps, très longtemps. Vraiment très longtemps. Et pendant qu'il clopine dans les prés, Anna et Velkan Valerius tentent de capturer un loup-garou. Mais comme fait exprès, le piège ne fonctionne pas, ce qui met Velkan en danger. Heureusement, Anna sort ses plus beaux plans au ralenti et le sauve. Et maintenant, c'est elle qu'il faut sauver. Ah puis en plus, elle est partie du mauvais côté du décor. Ah bah on fait pas des Kurtoskalax sans casser les œufs, hein. Quoi? Des Kurtoskalax. Alors le nom est infernal mais ça a l'air vachement bon. En fait c'est une pâte levée qui est cuite enroulée autour d'une broche conique, qu'on arrose après de beurre et ensuite on met des amandes, des noisettes, même de la cannelle des fois. 12 000 calories par gâteau. Velkan est mort mais le loup-garou aussi vu qu'il s'est pris une balle en argent. Anna rentre tristounette au village et tombe sur Van Helsing et Frère Tuck qui affolent les villageois avec leurs armes. Messieurs, vous allez nous remettre vos armes. Venez les chercher. Et bah il fait bien parce que Verona, Alira et Marischka, les 3 harpies de Dracula, viennent kidnapper Anna. En gentleman, il lui donne un coup de main avec son arbalète à barillet rotatif. Et ça vous écorcherait le bec de lièvre de viser correctement, non? Le canard à l'échalote. Une éclaircie leur permet de... Non mais sérieux, il aurait pu viser correctement, merde. Eh, il y a des carreaux partout, sauf dans les vampires. Venez, monsieur, dame, venez m'acheter mes jolis fruits et légumes. Bonjour, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Écoutez, j'ai des beaux poireaux, j'ai des oignons et un petit marron. Et pour vous, je vous fais ces merveilles à 150 lieues. Ah, mais c'est vachement cher! Ah bah ça, c'est le prix du métal, ma brave dame. Bref, une éclaircie leur donne un peu de répit, mais elle est de courte durée. Et en sortant du puits où elles étaient réfugiées, Marischka chope Anna et l'emporte. Heureusement, Helsing vise enfin correctement et fait lâcher prise à la vilaine. Au 19e siècle, les gens étaient vachement plus souples et robustes qu'aujourd'hui. Et après avoir trempé son empaleuse de légumes dans de l'eau bénite, il cloue le bec de Marischka. Sa mort empêche ses 2 sœurs de se faire un shoot de O négatif, puisqu'elles sont liées par je sais pas quoi, et retourne dans le repère de Dracula qui a lui aussi ressenti la perte d'une de ses femmes. Un peu trop, peut-être. Comprenant que Van Helsing est vraiment là pour l'aider à tuer le type aux dents longues, Anna leur explique que son père a passé des plombes devant une carte pour trouver le repère de Dracula, mais il a jamais réussi à le trouver.
Et au passage, elle les informe sur le fait qu'elle se débrouille très bien toute seule. Alors, elle s'arme jusqu'aux dents pour tuer des trucs, mais Van Dutch l'endort et la pose dans un coin. À son réveil, elle tombe nez à truffe avec son frère, qui semble avoir survécu à sa chute, et qui a un truc à lui dire. Sauf qu'il se transforme en loup-garou avant d'avoir pu finir de parler. Van Allen arrive pile à ce moment-là et le prend en chasse jusqu'à arriver dans le cimetière où le croque-mort manque de lui foutre un coup de pelle en travers de la gueule. Trop fort le mec, il bloque et il contre avec un loup-garou. Et alors qu'il a une fenêtre de tir parfaite, Anna l'empêche d'abattre la créature. Pourquoi? Je peux pas vous le dire. Ce n'est plus votre frère. Vous saviez? Oui. Bon, enfin, t'es pas obligé de l'étrangler pour lui dire. Écoutez-moi bien, vous avez pas intérêt à mentir, sinon je serre encore plus fort. Ah ouais? Vas-y. Pardon? Non, je vais parler, mais si vous avez envie de me ligoter, n'hésitez pas. Il constate ensuite que le château de Frankenstein, censé être abandonné depuis 1 an, est en effervescence. Et pour cause, Igor et les Dwerkies, un genre de mignons croisés avec des Ewoks, reconstruisent la machine du docteur Frankenstein pour que Dracula puisse donner vie à sa progéniture, qui végète dans des cocons de gremlins depuis des siècles. Et vu qu'il faut de l'énergie vitale pour alimenter la machine, il se sert de Velkan, qui est sous ses ordres. Déjà parce qu'il a nulle part où aller, mais aussi parce que le pouvoir du loup-garou est la seule chose qui puisse tuer Dracula. Alors plutôt que de laisser une arme mortelle dans les mains de ses ennemis, il préfère la garder pour lui et la neutraliser avec un antidote si besoin. Donc la pile est placée dans la machine et amorce le réveil des enfants au moment où Van Gogh et Anna, qui se sont infiltrés dans le château, inspectent les cocons. C'est donc ça le fruit de l'accouplement de vampires. Et bah heureusement pour lui que c'est le personnage principal. Parce que si ça avait été un personnage secondaire ou un figurant, il se serait fait bouffer les mains. Accompagnés de leur maman, une centaine de petits monstres ailés volent vers le village voisin pour croquer tout ce qui est vivant. Et comme les villageois sont des cons qui sortent de chez eux dès qu'ils entendent un bruit bizarre, tout en sachant qu'ils vivent dans un endroit infesté de vampires, des dizaines d'entre eux se font niaquer. Pendant qu'Anna va libérer son frère, Van Helsing et Dracula font connaissance. C'est cela, là, ton pieu d'argent. Les légendes sont fausses, bordel! Et il lui apprend qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Van Helsing, formé par les moines et les mollahs à travers le monde du Tibet jusqu'à Istanbul. Combien de fois déjà nos routes se sont croisées, Gabriel? Franchement, niveau prénom, ça va, il aurait pu tomber beaucoup plus mal. Combien de fois nos routes se sont-elles croisées? Béatrice. Et au moment où il raconte à Wolvesing ce qu'il a fait ces 400 dernières années, il est coupé par la mort générale de ses petits qui éclatent littéralement. Et d'ailleurs, leur mort va permettre au frère la fripouille de s'attirer les bonnes grâces d'une petite villageoise qu'il va emmener au château des Valerius pour lui faire le coup du tourniquet roumain. Van Helsing laisse Dracula pleurer ses petits et s'enfuit par le toit après avoir récupéré Anna qui allait se faire bouffer par son frère. Putain, mais il va jamais y arriver, il y a au moins 500 mètres. D'accord, alors le grappin a pas dévié d'1 pouce et il est même pas tombé. Ça veut dire qu'il est pas soumis au vent ni à la gravité. Bonjour, je suis la logique et on m'a demandé d'aller me faire mettre. Est-ce que c'est ici? Bon, c'est pas werewolf proof, mais c'est pas ça qui m'empêchera d'en acheter un. Tu peux me dire où est-ce que tu l'as trouvé ton grappin, s'il te plaît, j'ai envie d'avoir le même. Je te dirai pas. Allez quoi, sois gentil s'il te plaît. J'ai déjà donné à Robin. Alors, suite à ces péripéties, faisons un état des lieux. Van Helsing ne comprend toujours pas qui il est, Anna est malheureuse comme les pierres parce que son frère est irrécupérable, et il pleut. Oui. Gryffondor. Et puisqu'ils sont dans les décombres d'une réserve qui aurait pu appartenir à Paul Verlaine ou à Alphonse Allais, ils se piquent un peu le museau à la fée verte. Mais le sol se dérobe sous leurs pieds et les voilà dans une caverne où vit l'enchanteur. Non, une caverne où vit Raymond. Le premier contact est un peu compliqué. Déjà parce qu'il n'a pas eu de bonnes expériences avec les humains et aussi parce qu'Anna veut le tuer. Sans raison valable. Il faut le tuer. Attendez. Calmez-vous, madame. Mais il est moche. Je sais. Mais l'autre l'en empêche. Parce qu'il sait lire dans les yeux des monstres. Vous voyez, lui, il est gentil comme tout. Donc maintenant, vous lui foutez la paix.
Raymond leur apprend que la clé pour faire marcher la machine du docteur Frankenstein, c'est lui. Et si Dracula lui tombe dessus, il pourra ranimer sa progéniture et foutre en l'air la fin du film. Manque de bol, le loup-garou Vulcan a tout entendu et s'empresse de tout cafeter à son maître. Alors pour éviter ce qui est inévitable, Van Helsing propose d'emmener Raymond à Rome. Écoute Karl, quoi qu'il arrive, ne le regarde pas. Tant pis, j'ai regardé quand même. Ils foncent alors en calèche à travers le pays avec Raymond et l'ecclésiastique. Rien n'est plus rapide que des chevaux transylvaniens. Un loup-garou se ferait distancer. Et qu'est-ce qu'ils ont de plus, les chevaux transylvaniens? Bah, ils roulent au gasoil. Bah ouais. Vous avez réussi à faire le plein avec la grève? Blooker! Bien sûr, les harpies les attaquent, mais Van Helsing et Anna ont tout prévu. Il y a une deuxième calèche avec Raymond dedans. Et le plan marche parce que les deux furies se jettent sur la mauvaise au moment où elle tombe dans un précipice. Bonjour, je suis la gravité. C'est ici pour aller se faire foutre. Pensant que le monstre est dedans, Verona essaie de le sauver avant que la calèche ne s'écrase au sol. Et après avoir enregistré un nouveau record de chute libre, parce que sans déconner, ça tombe pendant un long moment, elle se fait avoir par un piège digne de « Maman, j'ai raté la calèche ». Mais l'autre véhicule est attaqué par le loup-garou qui arrive même à y foutre le feu. Alors heureusement, tout le monde arrive à sauter avant que la calèche se cabane et éclate en morceaux dans une gerbe de feu, mais le résultat de l'opération est pas probant. Van Helsing s'est fait griffer en tuant le poilu d'une balle en argent, et Anna a à peine le temps de faire son deuil qu'elle est kidnappée par Alira qui propose de faire un échange standard entre elle et Raymond pendant une fête donnée le lendemain. Van Helsing accepte, mais au lieu de livrer Raymond, il l'endort et le cache dans un cimetière. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de m'endormir à tous les coups. Oh, ta gueule de moche! Accompagné de son frère Jacouille, il se rend à la soirée organisée par Dracula et parvient à lui arracher Anna des mains. Mais il déchante en voyant que les 7 gars à lui tout seul est ramené par les morts du cimetière. Ayant dorénavant la clé qui fait fonctionner la machine, Drac s'enfuit en bateau après avoir lancé son armée aux trousses de nos 3 héros. Mais la sainte grenade déblaye tout ça. Il faut maintenant sauver Raymond, mais il faut faire vite, parce que le canidé qui sommeille en Van Helsing se manifeste déjà. Mais quitte à devenir un monstre ultra violent, autant que ça serve à défoncer l'autre aspirateur de sang. Et c'est justement ce que la légende veut qu'il se passe, parce que la gravure qu'a trouvée le frère Lebric après avoir passé un coup de peinture à l'huile sur l'origine du monde, représente un loup-garou combattant Dracula. Et grâce au bout de parchemin que lui a donné le cardinal, Van Helsing complète la formule, qui permet d'ouvrir le passage vers le repère du conte. C'est sûr, ça fait un beau loft. Mais pour remonter les courses, bonjour. Je me demande toujours comment les méchants dans les films font pour faire construire leurs repères dans des endroits comme ça. C'est bien ici que je vais faire construire mon manoir. Bien évidemment, votre prix sera le mien. Vous voulez faire construire sur le caillou qui est au milieu de la lave, là? Ouais. D'accord, alors déjà, il faudra me donner 5%. Et en plus de ça, vous pouvez m'expliquer comment je vais faire pour acheminer le matériel et les tractopelles jusqu'à là-bas? Mais c'est enfantin, voyons. En volant. C'est une blague? Bien sûr que non. Comme d'habitude, on fait un petit temps de pause pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler la fin du film. Et je vais en profiter pour vous parler d'un petit sujet qui, je pense, est quand même important. Vous avez remarqué un net ralentissement sur la chaîne, et c'est normal. Concrètement, nous sommes devenus parents il n'y a pas longtemps, et bah forcément, ça change complètement la vie. Donc on a dû un petit peu revoir nos priorités, et laisser la chaîne de côté, ou tout du moins la faire avancer très doucement. Vous avez été nombreux à vous en étonner, et c'est tout à fait normal, puisque au final... Peu de gens sont sur nos pages Facebook et Insta, mais aussi peu de gens savent que sur YouTube, il y a un onglet « Communauté ». Et dessus, on met justement toutes les actualités qui nous concernent ou qui concernent la chaîne. Donc, je vous invite à y faire un tour. Et puis au passage, si vous pouvez vous abonner à nos pages Facebook et Insta, ce serait cool. Ils entrent grâce aux nouvelles aptitudes de Van Helsing et tombent sur Igor, qui leur dit tout sous la contrainte. Et c'est coincé dans un bloc de glace qu'il voit Raymond monter vers sa destinée. Dracula a l'antidote pour soigner les loups-garous. Cherchez-le, trouvez-le, sauvez votre vie.
Et c'est le moment pour nos héros de se séparer. Si vous êtes en retard, fuyez d'ici. Anna. Mais tu vas la laisser partir, oui. Tu fais attention à toi. On se retrouve dehors. Ok. Et t'oublies pas de tuer ton frère. Oui. Et tu prends pas de risques. D'accord. Et ça... Oh putain, tu me fais chier. Van Helsing va libérer Raymond pendant qu'Anna et Q sont menés par Igor à l'antidote contre la lycanthropie. Et il compte lui injecter après qu'il ait tué Dracula. L'antidote est posé au milieu d'une pièce en évidence, comme ça. Ah bah oui, il est au milieu d'une grande pièce vide. Maintenant, il est dans une bulle d'acide. Comme ça, si tu mets la main dedans, tu crames. Mais tu peux aussi l'acheter au visage de quelqu'un pour te défendre, hein. Joe la tonsure court ramener l'antidote à Van Helsing pendant qu'Anna se bastonne avec la dernière harpie. Au sommet de la machine qui a déjà été alimentée 2 fois par l'orage et qui amorce doucement le réveil de milliers de petits vilains, Raymond est presque libéré et se fait un copain pour de vrai. Ami! Ouais, tu en veux un? Mais Dracula sort ses plus beaux effets spéciaux et attrape Van Helsing avant qu'il n'enlève la pile alcaline de la machine infernale. Ray se libère et joue les trapézistes avec les centaines de mètres de câbles qui passent dans tous les sens. Il sauve la mise de Pascal Vici en embarquant Igor qu'il coursait avec une espèce d'aiguillon électrique pour bovin et fait une entrée fracassante dans la salle de l'antidote, ce qui permet à Anna de filer retrouver Van Helsing. Partez! Merci. Eh dis donc, ça te déchausserait les dents de dire merci à Raymond? Comme un éclair a détruit le pont qui permet de joindre l'autre côté de la tour, Jacouille ne peut pas passer. Mais telle une Jane steampunk, Anna se balance de liane en liane et attrape l'antidote en vol. Balèze. Ah, moins balèze. Et on est tous d'accord pour dire qu'elle est morte 2 fois et que l'antidote est pété, hein. C'est ton sang, ma chérie, qui m'aidera à rester belle. Qu'est-ce que tu dis de ça? Quand on tire, on raconte pas sa vie. Par contre, ça servait à quoi de faire tout ça s'il pouvait quand même passer? Bon bref, un peu plus loin, ça bagarre sec. Surtout que minuit a sonné et Van Helsing devient un loup-garou ténébreux et vachement costaud. Bon, sauf quand la lune est cachée. Je ne sais plus si je te l'ai dit. À l'origine, c'est toi qui m'as tué de tes mains. Oh non, il recommence à causer l'autre là. Renvoyez la lune là. Voilà, c'est mieux. Van Helsing le tue en le mordant violemment au cou et provoque la mort de tous ses petits. Au moment où Anna arrive, il lui saute dessus, et alors que l'homme d'église s'apprête à lui planter la lance dans le cul, il l'arrête et lui montre qu'elle lui a injecté l'antidote juste avant de mourir. Van Helsing reprend forme humaine en hurlant sa tristesse, puisque manifestement il avait des sentiments pour Anna. La preuve, hein, ils se sont embrassés juste avant. Ils lui font une crémation qui lui permet de retrouver les siens dans les cieux. Raymond s'enfuit au loin sur un radeau. Et pour être honnête, je sais pas où est-ce qu'il compte aller, mais s'il croit qu'il va passer inaperçu, c'est mal barré. Et nos 2 héros repartent vers le soleil couchant. Pour cette nouvelle année, il va y avoir un petit peu de changement au niveau de la partie making-of des vidéos. Il y aura plus 5 points, mais 4 points d'analyse du film. Pour la simple et bonne raison que le scénario, c'est l'histoire qu'on raconte, et la mise en scène, c'est comment on la raconte. Donc, autant en parler en même temps. Alors, Van Helsing est un film que j'ai kiffé quand je l'ai vu la première fois. La deuxième fois, j'ai pas pu aller au bout. Par contre, je l'ai revu 2 fois pour faire cette critique, et je dois avouer qu'il est pas mal. A l'instar des films qui se passent dans les années 30-40, les films qui se déroulent vers la fin du 19e siècle ont une esthétique particulière, propice aux aventures mystiques. Et c'est un bon environnement pour faire évoluer un personnage comme celui de Van Helsing. Un protagoniste aux allures de cow-boy du Grand Ouest qui utilise un équipement high-tech et fait face à des créatures tout droit sorties d'un monde d'horreur fantastique. En fait, ce film c'est un petit peu un mélange entre Indiana Jones, James Bond et Monster Squad. Ça fait un sacré crossover, mine de rien, parce qu'il y a Frankenstein et sa créature, Dracula, le loup-garou, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il manque l'homme invisible, la momie et la créature du lagon noir, et la collection est complète. Et d'ailleurs, d'où il sort ce Van Helsing? Ah, bonne question.
Le personnage de Van Helsing a été créé par Bram Stoker dans son roman Dracula. C'est un homme de loi et médecin au physique puissant et au nerf d'acier qui est l'ennemi juré des vampires. Il est apparu dans pas moins de 16 films, dans des séries, des livres et aussi dans des jeux vidéo. D'ailleurs, l'un d'eux est tiré du film de Stephen Sommers. Et même si je connais pas beaucoup le personnage, je pense pas qu'il ait déjà été plus badass que dans ce film-là. D'ailleurs, il est construit comme un anti-héros. Il fait du mal au nom du bien et parfois avec des dommages collatéraux. Mais dans le fond, il cherche que la rédemption. L'histoire du film est simple et va à l'essentiel. C'est manichéen dans l'esprit, mais c'est plutôt bien tourné. L'idée d'un Van Helsing amnésique à la recherche de son passé, c'est pas tout neuf. La mise en scène est très immersive, les combats sont lisibles, l'action est pas découpée au hachoir et on a le temps de bien voir et comprendre ce qui se passe. Les couleurs et les contrastes employés sur certains plans sont vraiment intéressants. Pour certaines scènes d'extérieur de nuit, qui sont par définition très sombres, les silhouettes des habitations se découpent de manière monstrueuse et effrayante. Tandis que l'intérieur du château est principalement grisâtre ou bleu-gris, et les labos sont teintés de notes brunes et verdâtres très marquées. Stephen Sommers se joue aussi énormément avec les ombres pour la suggestion, comme dans La Momie d'ailleurs. En contrepartie, on n'échappe pas à ces moments ralentis gothiques qui me fatiguent un peu, et la suspension consentie de l'incrédulité en prend un sacré coup par moment. Remarque, la logique aussi parfois, hein. Quand Dracula est face à Van Helsing, pourquoi il le tue pas? Manifestement, rien de ce qu'il a sur lui ne peut l'affecter, alors je sais pas, qu'il en profite. Bah non, au lieu de ça, il palabre. Ah oui, tiens d'ailleurs, c'est quoi ça? Occupe-toi d'eux. Et qu'il meure. Regardez, elle là, pourquoi? C'est quoi le propos là? On va où avec ça? Non mais je sais que c'est courant de donner aux vampires un espèce d'esprit un petit peu animal comme ça, ils ont un comportement physique spécial. Enfin là c'est juste ridicule quoi. Alors, déjà lui qui hurle en tremblant ça me submerge, mais alors les deux qui s'enfuient façon Taz, c'est hilarant au possible. Alors par contre, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que Dracula et Anna en VO ont un accent. Mais pas en VF. On a souvent le droit à des plans inclinés qui traduisent une idée cauchemardesque, ou en tout cas une situation effrayante et stressante, notamment lorsque le loup-garou tourne autour d'Anna, ou lorsque Frankenstein a donné vie à sa créature. Les plans des villageois qui vont vers le château de Frankenstein, ainsi que le design du laboratoire et du château en lui-même, sont évidemment des hommages et des reprises du film original de 1931. C'est d'ailleurs pour ça que cette partie a été tournée en noir et blanc. Et d'ailleurs, le film regorge de références à d'anciens films de Dracula et de Frankenstein, notamment lors de la scène du bal. Je trouve l'interprétation de Raymond vraiment intéressante. Il est très shakespearien dans son attitude. Puissent d'autres comme vous montrer autant d'ardeur à se lancer à vos trousses. C'est pas le monstre habituel, celui-là en a dans le crâne. Et c'est pas peu dire. D'ailleurs, même si son design techno-steampunk est surprenant, ça fonctionne plutôt bien. Et ça apporte même du neuf à l'univers de Frankenstein. Étant donné que Stephen Sommers avait le vent en poupe à l'époque, Universal lui a donné 160 millions de dollars pour faire le film. Alors, pour l'époque c'était un budget colossal, mais même encore aujourd'hui ça donnerait un énorme budget. Puisque en tenant compte de l'inflation, ça ferait quelque chose comme 257 millions de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que le budget de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé ou de Avengers, l'ère d'Ultron, et c'est le même budget que Spider-Man 3 de Sam Raimi. Mais malheureusement, il n'a récolté que 300 millions de dollars de recettes, ce qui était loin d'être suffisant pour rembourser le film. Alors, pourquoi c'était pas suffisant? Je vais vous l'expliquer, mais avant, sachez que ce que je vais dire est un complément de ce que j'ai expliqué dans la partie making-of de l'épisode 14 sur les Dents de la Mer 4. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil, histoire que ce soit frais dans vos têtes. Alors, prenons un film qui a un budget de 65 millions d'euros. Alors on oublie le budget pub et on oublie le budget pour le marché vidéo. On va parler que du budget de production. Et on va partir du principe qu'un billet de cinéma vaut 10 euros. Alors en règle générale c'est moins que ça, parce qu'a priori la moyenne française c'est quelque chose comme 7 euros le ticket. Je sais pas d'où ça sort ce chiffre, parce que personnellement j'ai jamais vu un billet à ce prix là, mais enfin bref. Donc on va rester sur 10 euros, c'est plus facile à calculer. Beaucoup de gens pensent que pour rembourser le film, il suffit simplement de faire 6,5 millions d'entrées, puisque multiplié par 10 euros, ça fait 65 millions d'euros. Sauf que sur le prix d'un billet, il n'y a que 42% de cette somme qui sert à rembourser le budget du film. Alors, suivant les pays, suivant les arrangements, ça peut varier, mais en règle générale, on tourne autour de 42%. Donc ensuite, sur le prix du billet, il y a 40% qui vont aux différents exploitants et distributeurs du film. Le CNC, donc le Centre National du Cinéma, étant donné qu'il subventionne les films, récupère une part, donc elle équivaut à 11%. L'État applique une TVA à 5,5% et la SACEM récupère les miettes.
Alors encore une fois, je le précise, d'un pays à l'autre, ça peut varier. Mais nous, on va prendre ces chiffres-là. Donc au final, pour rembourser un budget de 65 millions d'euros, il faudrait que le film fasse 15,5 millions d'entrées. Puisque ça donne 155 millions d'euros, et 42% de 155 donne 65,1 millions. Alors, à côté de ça, il y a aussi tout un tas de systèmes pour éponger les pertes, tout un tas de systèmes de défiscalisation, mais étant donné que ce sont des choses dont on parle assez peu, j'en ai pas vraiment connaissance, je sais pas trop quelle ampleur ça a par rapport à un budget, donc pour l'instant je ne me fie qu'à ces chiffres-là. Donc faisons le même calcul sur Van Helsing. Van Helsing a rapporté 300 millions de dollars. Si on prend 42% de 300 millions de dollars, on obtient environ 128 millions de dollars. Ce qui fait que c'est un échec au box-office. Mais bon, vu la déferlante d'effets spéciaux et de décors, il les fallait bien ces 160 millions de budget. Le film est sorti dans la même période que 3 et le jour d'après. Et même si j'ai dit que les films de Stephen Sommers étaient toujours très voyants niveau effet numérique, Van Helsing est celui qui s'en sort le mieux de ce côté-là. Parce que même en tenant compte de son âge et du fait que certains plans font un peu trop cinématique de jeux vidéo, les images de synthèse restent encore très propres. C'est la société ILM qu'on ne présente plus qui a bossé sur les effets du film, et elle a employé tous les moyens de l'époque et a même dû innover dans certains domaines. L'équipe a construit des décors qui dépassent l'entendement. Le village, par exemple, n'est ni plus ni moins qu'un vrai village qui a été construit à Prague. Forcément, à Prague, c'est moins cher. Et ils l'ont bâti de manière à faciliter le déplacement des caméras et ainsi avoir des plans de dingue. Il y avait une caméra aérienne placée sur une plateforme et soutenue par 2 énormes grues. Il y avait aussi une caméra montée sur des rails qui traversait le plateau à près de 70 km/h et qui a notamment servi pour les plans où on suit la flèche tirée par Van Helsing ou quand les harpies volent dans les airs. La salle de fabrication des armes du Vatican était aussi un plateau hallucinant. 9 mètres sous plafond, 1000 mètres carrés de superficie pleine de figurants, de meubles, d'armes et d'objets divers. Et on reste dans les mêmes dimensions pour le laboratoire de Frankenstein qui était farci d'engrenages, de moteurs et de nains habillés en mignons. Mais je crois que la palme revient au château de Dracula. Regardez-moi la taille de ce truc. Les dimensions sont pas données dans les bonus et j'ai pas de bouquin qui en parle. Mais je pense qu'elle surpasse les autres plateaux à tous les niveaux. Les mecs ont accompli un travail de titan. Le making-of de la séquence où Dracula marche sur les murs puis au plafond m'a vachement surpris. Parce que je pensais que ça avait été fait par image de synthèse ou avec une pièce tournante, comme ça a été fait dans La Mouche, mais pas du tout. Quand il marche sur les murs, il est soutenu par 2 câbles raccordés à un système gyroscopique qui le tient droit. Et lorsqu'il est au plafond avec ses femmes, ils sont carrément fixés à un décor construit à l'envers. Je te raconte pas les fourmillements dans les doigts de pied à la fin de la journée. Certaines scènes ont été tournées dans des décors miniatures, comme celle de l'effondrement du moulin ou celle au bord de la falaise qui d'ailleurs a été rajoutée numériquement avec d'autres éléments du paysage. L'extérieur du château de Dracula, en revanche, est un assemblage de plans de synthèse. Et comme c'est très courant maintenant, Stephen Sommers a eu recours à des doublures numériques pour des scènes impossibles à faire physiquement ou qui auraient mis la vie des gens en danger. Évidemment, la plupart des monstres du film ont été créés numériquement, l'exception étant le Raymond de Frankenstein. Comme il est censé être très grand et très massif, ils ont rembourré l'acteur avec des prothèses sur tout le corps, jusqu'au bout des doigts, et lui ont mis des échasses aux jambes pour lui donner une taille considérable. Vu le poids du bazar, il fallait 4 personnes pour l'aider à l'enfiler. Et bien entendu, les parties vertes du costume ont été remplacées en post-production par les parties électriques qui font de lui une pile ambulante. Les vilains en images de synthèse ont demandé beaucoup de boulot. Mr. Hyde, par exemple, est une chimère de comédien. D'abord, les scènes ont été tournées en décor avec une doublure qui donnait la réplique à Hugh Jackman et portait une tête de Mr. Hyde sur la tête. Par la suite, le comédien a enfilé un costume de motion capture pour enregistrer les mouvements du corps. Et pour les expressions du visage ainsi que la voix, ils ont employé la performance capture sur le visage de Robbie Coltrane, notre regretté Hagrid. Donc on a le visage d'un acteur en performance capture sur le corps d'un autre acteur en motion capture. Et tout ça, ça donne un géant avec de drôles d'habitudes alimentaires. Tu devrais pas manger ça. C'est pas fait pour ça. Je te l'avais dit. Ah, et je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve qu'il ressemble énormément à André le Géant. C'était un catcheur français qu'on a complètement oublié chez nous, mais qui était une superstar aux États-Unis. Et d'ailleurs, il l'est toujours. Il jouait la grosse bête dans Conan le Barbare. D'ailleurs, c'est lui, là, à côté de Schwarzy. Et Fezzik dans Princess Bride. Et avec un physique de 2,24 m pour 230 kg, il passait pas inaperçu. Le mec te marchait sur les pieds, c'est toi qui t'excusais.
Bon, dans le making-of, personne ne parle d'André le Géant, hein. Apparemment ils ont juste voulu donner un design d'être humain primitif et grotesque à Hyde, mais je trouve qu'il y a un petit quelque chose. Ah bah c'est pas très flatteur pour lui, hein. Ah bah excuse-moi, mais enfin il est quand même vachement plus proche du bûcheron médiéval que de l'Apollon de Mykonos, hein, je suis désolé. Toutes les séquences où Alira, Verona et Marischka volent dans leur forme de vampire ont demandé un travail colossal, puisque Sommers voulait absolument des plans aériens en mouvement et sous différents angles. Pour commencer, l'équipe a fait des animatiques, c'est-à-dire des esquisses numériques, histoire de voir à quoi ressembleraient les plans. Ensuite, les scènes ont été tournées en prise de vue réelle dans les décors, puis ces mêmes scènes ont été retournées dans une salle à fond bleu, équipée de 24 caméras, où les actrices portaient des tenues bleues, de sorte qu'il n'y ait que leur visage qui soit enregistré, ce qui a permis de les incruster ensuite sur leur doublure numérique pour le plan final. Et afin que la superposition soit parfaite, elles étaient harnachées et manipulées par des opérateurs qui leur faisaient faire les mouvements exacts des plans déjà enregistrés. Comme elles étaient blanches comme des cachets, il fallait beaucoup de lumière pendant les prises de vue. Sauf que trop de lumière aurait rendu les scènes horribles à voir. Alors ils ont inventé des émetteurs dont la lumière n'est visible que par l'objectif de la caméra numérique. Ce qui fait que la scène est parfaitement éclairée et notre œil n'est pas aveuglé. Des défis numériques dans ce film, il y en a eu plein. Et d'ailleurs certains plans ont nécessité plusieurs semaines de travail. Mais le plus complexe à faire a été celui du combat entre Van Helsing et Dracula. Stephen Sommers voulait que Dracula soit effrayant et puissant, et que Van Helsing soit un loup-garou sexy. Bon, c'est un délire comme les autres, mais faut avouer qu'il est classe. Dracula, en revanche, est effrayant. C'est une énorme chauve-souris cauchemardesque, rapide et puissante. Et tout ça a été hardcore à animer, puisque ça saute, ça se tape, ça se transforme, ça se détransforme, ça se retransforme. Le travail d'animation de synthèse a été colossal, mais le rendu est bon, même après toutes ces années. Il n'y a pas si longtemps, pour mon petit plaisir personnel, j'ai dressé la liste des 10 compositeurs de bande originale que j'aime le plus. Et il s'avère que le deuxième de cette liste est le compositeur de la bande originale de Van Helsing. Alan Silvestri est un poids lourd de la musique de film. Déjà parce qu'il a énormément composé, et aussi parce que vous connaissez forcément ses bandes originales. Vous pensez que non? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Il a commencé à composer dans les années 70, mais c'est dans les années 80 que son travail s'est fait remarquer, et notamment grâce au film de Robert Zemeckis. Ça a commencé avec À la poursuite du diamant vert, puis avec la saga Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump, Seul au monde et La mort vous va si bien. Mais il est aussi connu pour les BO des 2 premiers films Predator, du Abyss de James Cameron, de Blown Away, Judge Dredd, La souris, L'effaceur, Volcano, Le retour de la momie, Le Pôle Express, la trilogie La nuit au musée, La légende de Beowulf, Ready Player One, le premier Captain America, 3 des 4 films Avengers et aussi le thème du logo Marvel qu'il y a au début de chaque film. En bref, j'adore ce compositeur et je trouve que ce qu'il a fait sur Van Helsing est pas mal, même si à mon sens c'est pas sa bande originale la plus aboutie. Pour le coup, j'ai pas vraiment relevé de thèmes principaux. J'entends par là des thèmes qui durent 3-4 minutes chacun et qu'on entend tout au long du film à travers des déclinaisons. Là, j'entends plein de petits thèmes qui ne durent pas plus d'1 minute pour la plupart et qui reviennent sans cesse. Celui de la chevauchée au galop dans un Far West sombre est fantastique. Celui du mal, un ensemble de chœurs accompagné d'un martèlement qui démarre un peu comme le thème de Backdraft d'ailleurs. Coïncidence? Maybe. Évidemment, on a un thème mêlant tendresse et tristesse qu'on peut rattacher aux liens familiaux ou à l'amour. Mais aussi à la perte d'un être cher. Il y a évidemment le thème de la bagarre qui mêle chœur et partition rapide, martelée de percussions. Et c'est comme ça tout le long du film. Ça ferait presque jeu vidéo. Vous savez, les jeux vidéo où dès qu'il y a un nouvel événement, la musique change. Bon, après, ça n'empêche que ça reste une bonne bande originale. Niveau casting, vu qu'on est au milieu des années 2000, il y a 2 têtes bien connues de cette période. Kate Beckinsale, qui était auréolée des succès de Pearl Harbor et d'Underworld, d'ailleurs on la reverra dans toutes les suites de celui-ci, et qui reste pour le coup dans le cuir noir et l'ambiance gothique. Mais bon, ça lui sied si bien qu'on peut pas lui en vouloir. Et puis il y a Hugh Jackman, qui portait déjà au bout de ses bras puissants et musclés la licence X-Men, mais qui fait partie de cette caste de gens insupportables qui savent tout faire, ou presque.
Chanter, danser, jouer, animer, ce mec est vraiment doué. Et apparemment, il est hyper sympa et généreux. Et en plus, il fait ses cascades lui-même, qui a surpris plus d'un cascadeur sur le tournage. Sa carrière à Broadway est aussi grande que celle qu'il mène sur le grand écran. Il passe de genre en genre avec une aisance folle et bosse avec les noms les plus connus d'Hollywood. Évidemment, pour la majorité d'entre nous, c'est Wolverine, mais entre les X-Men, il a joué dans Scoop de Woody Allen, Le Prestige de Christopher Nolan, Real Steel de Sean Levy, Les Misérables de Tom Hopper, Prisoners de Denis Villeneuve, Chappie de Neil Blomkamp et The Greatest Showman, qui fut un succès au cinéma, mais aussi sur les planches. Et sa carrière est loin d'être finie puisqu'il compte reprendre les griffes de Wolverine pour le 3e volet de Deadpool qui sortira en 2024. Et ça c'est cool d'ailleurs. Richard Roxburgh avait été un an plus tôt le méchant du film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mais dans sa filmographie, on peut voir des films comme Mission Impossible 2, Moulin Rouge, Tu ne tueras point, et le tout récent Elvis. Un autre qui est passé par le Moulin Rouge, c'est David Wenham, mieux connu sous le nom de Faramir, mais pas que. C'était aussi Dilios dans 300. Il a même joué dans Australia avec Hugh Jackman et Nicole Kidman, dans le 5e Pirates des Caraïbes, et dans Elvis aussi, putain mais c'était une réunion ce film. Bref, Alan Armstrong est un vétéran du cinéma. Apparu en 77 dans Un pont trop loin, on l'a ensuite vu dans Chasseur blanc, Cœur noir, Jeu de guerre, Braveheart, Le Saint avec Val Kilmer, pas la série. Il était aussi dans Sleepy Hollow et dans Le Retour de la momie. Évidemment, film de Stephen Sommers oblige, il y a Kevin J. O'Connor. J'avais parlé de lui dans l'épisode sur la momie, mais on le reverra dans Un cri dans l'océan. Moralité, Van Helsing est un film qui vaut le coup d'œil. On s'ennuie pas, le bestiaire est varié, et franchement, malgré l'âge, techniquement, il tient encore vachement la route. On ne manque pas d'action, de frissons et d'émotions, et même si par moments il envoie un petit peu chier la logique, et surtout la physique, je pense que ça peut être intéressant de le voir ou de le revoir. Voilà, ce sera tout pour cet épisode-là, donc je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller sur l'onglet communauté ou alors sur nos pages Facebook ou Instagram. Comme ça, vous serez un petit peu tenu au courant de notre actualité, et très franchement, j'espère qu'elle va faire ses nuits rapidement. Ah, au fait, j'avais oublié. Le prochain film, ça se passera sous l'eau. Profondément sous l'eau.